à Alexandre Denis. Merci beaucoup à l'EPSA Sécurité d'avoir pris l'initiative de cette journée d'études et le choix de ce thème qui est évidemment particulièrement d'actualité. Alors, moi, je voudrais commencer ce propos par le sens de l'impôt, parce que ça ne vous a pas échappé, et je trouve tout à fait normal et légitime qu'on prenne la question sous le biais du pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que représente l'impôt dans notre société? Parce qu'on s'en est rendu compte dans le mouvement des Gilets jaunes, mais depuis de nombreuses années, on constate, en tous les cas, certains veulent nous faire croire qu'il y a une fronde antifiscale, mais c'est de se poser la question, est-ce qu'en fin de compte, l'impôt, c'est notre ennemi ou notre ami? Est-ce que lorsqu'on est citoyen, lorsqu'on est travailleur, est-ce que l'impôt, ça nous pénalise, ou est-ce qu'au contraire, ça va être facteur d'émancipation? Alors, vous imaginez bien qu'à la CGT Finance, nous, on pense que l'impôt, il est émancipateur. Et l'impôt est émancipateur puisqu'il permet de financer toute une série de biens communs. Et il a cette vertu, c'est justement de pouvoir imaginer une société où, plutôt que chacun doive s'en sortir par lui-même, eh bien, on met en commun toute une série de richesses, tout d'abord, qui vont servir après à financer également des biens qui seront accessibles à tous et toutes. Donc c'est, à mon avis, cette notion fondamentale de l'impôt qui est à défendre pour nous à la CGT. C'est de dire que l'impôt, c'est pas du tout un boulet qu'on traîne aux pieds, mais c'est au contraire une immense force émancipatrice. Et dès qu'on veut bien prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'il nous apporte, eh bien on se rend compte de qui aurait à gagner à ce qu'il y ait, entre guillemets, moins d'impôts et qui aurait à y perdre. En réalité, quand on est salarié normal, travailleur, on a plus intérêt à ce que l'école soit gratuite plutôt qu'à, par exemple, payer 10 000 € par an pour éduquer notre enfant. On a plus intérêt à payer aussi de l'impôt ou des prélèvements obligatoires et être soigné gratuitement. On a plus intérêt à payer de l'impôt plutôt que de devoir avoir des gardes du corps quand on se déplace. On a plutôt intérêt à payer de l'impôt et avoir une police qui soit efficace et qui puisse nous protéger. On se rend compte qu'en tant que citoyen normal, on a davantage besoin de l'impôt. Et il nous en faudrait peut-être plus pour avoir accès gratuitement à la culture, au sport et à d'autres biens qui pourraient être essentiels. Par contre, il y a juste une toute petite minorité d'individus qui ont potentiellement moins besoin de l'impôt parce qu'elles peuvent individuellement se payer un certain nombre de services dans la société. Donc pas besoin de cette mise, qui n'auraient pas besoin de cette mise en commun, même si, y compris les plus riches, ont besoin de l'impôt, puisque, et là comme ça je vais battre en brèche première idée reçue, lorsqu'on dit mais si on augmentait les impôts, les riches vont se sauver en courant. Or, il y a un certain nombre de recherches qui ont été faites, alors assez peu d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, mais assez peu par des chercheurs ou quoi que ce soit, mais par des banques, et notamment des banques suisses qui se sont posé la question, et eux sont bien placés pour poser ce genre de questions, de la domiciliation des contribuables. C'est-à-dire, quelle est la première raison qui fait que quelqu'un va habiter quelque part ou ailleurs? Eh bien, par rapport à ce qu'on entend dans la presse et ce qu'on peut entendre en permanence, on aurait l'impression que le premier intérêt pour choisir sa résidence, ça serait la fiscalité. Or, pas du tout. Dans toutes les enquêtes qui ont été faites, la fiscalité arrive très très loin derrière d'autres
d'autres problématiques et d'autres intérêts. Alors c'est en premier lieu évidemment les intérêts personnels, c'est les intérêts aussi professionnels, mais arrive bien avant la fiscalité, bien les services publics, des problématiques qui ne sont en rien liées à la fiscalité, mais au contraire au bien-être de vie, etc., ou à l'accès, par exemple, aux soins, à l'éducation, etc. Donc même pour les plus riches, on se rend compte que ce n'est pas forcément la fiscalité qui va être le premier moteur d'une résilience, c'est-à-dire que non, s'il y avait davantage d'impôts et en même temps davantage de services qui étaient rendus aux citoyens, les plus riches ne partiraient pas forcément. Alors sur la fiscalité, déjà, ce que l'on peut dire, c'est est-ce que la fiscalité, déjà, est-ce qu'on est champion du monde des prélèvements obligatoires comme on veut nous le faire croire sans arrêt? Alors la réponse est non, parce que on compare souvent dans les comparaisons internationales, on compare des kilos de chou-fleur avec des kilos de framboises, puisque si on nous compare avec les États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons, dans les prélèvements obligatoires, évidemment, encore heureux qu'on a des prélèvements obligatoires supplémentaires, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de sécurité sociale, ou lorsqu'il n'y a pas d'assurance chômage, ou parce qu'il n'y a pas de ce genre de choses. Il est évident qu'on ne peut comparer les prélèvements obligatoires que par rapport à ce qui est restitué à la collectivité en contrepartie. Et en réalité, la France n'est pas championne du monde des prélèvements obligatoires. Ce qui est intéressant après à se poser comme question, c'est qui va vraiment contribuer. Alors, on pourrait se dire, pour avoir un système qui soit juste, quelle norme on devrait adopter? Alors, à la Fédération des finances, on essaye de se coller sur une norme qui est quelque chose qui peut nous rassembler, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 13, qui dit en substance que chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Or, ce que l'on constate, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, dans le système fiscal tel qu'il existe aujourd'hui, mais tel aussi qu'il a évolué durant ces 30 dernières années, on se rend compte qu'en réalité, la fiscalité va peser beaucoup plus sur les ménages que sur les entreprises et va peser beaucoup plus sur les revenus les plus modestes que les plus hauts revenus. Et de la même façon, dans les entreprises, on se rend compte que la fiscalité pèse beaucoup plus sur les petites et moyennes entreprises que sur les multinationales. Donc c'est évidemment ça le problème. C'est le problème principal dans la fiscalité, c'est de ne pas aller chercher l'argent là où il se trouve. Alors ça passe évidemment par... il y a une fiscalité qui va être basée avant tout sur des impôts proportionnels. On a en tête évidemment la TVA. Sachez que la TVA, elle seule, représente 50% des recettes fiscales de l'État, donc ce qui est tout à fait colossal. Et à contrario, des impôts qui répondraient à la définition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, lui, représente extrêmement peu dans la charge fiscale. D'ailleurs, à ce titre, lorsque l'on compare pour un couple qui aurait des revenus moyens, qui aurait à peu près chacun 1 800 € de revenus et donc 2 enfants à charge, eh bien l'impôt sur le revenu dans ces charges fiscales ne représente quasiment rien. Ça va représenter 200 € d'impôt sur le revenu, alors que dans le même temps, ils vont payer en taxes invisibles, TVA, taxes diverses environnementales, etc. Ça peut représenter 3 000 € pour eux. Et personne ne s'en rend compte. Ici, dans la salle, personne n'a la moindre idée de ce qu'elle paye en impôts, ce qui est aussi, quelque part, une imposture démocratique. On est incapable de savoir, nous, en tant que citoyens, ce que l'on donne à la collectivité. C'est quand même dingue.
Et c'est ce qui permet ce genre de discours tout à fait scandaleux de dire qu'il y a la moitié des gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, donc qui seraient à la charge de tous les autres. Alors que c'est totalement faux. Ces gens, en réalité, ces personnes, ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, bien, elles vont contribuer proportionnellement plus par rapport à leurs revenus. Puisque sur la TVA, on se rend compte, quand on dit que la TVA c'est proportionnel, en fait, la TVA, c'est un impôt qui est dégressif. C'est-à-dire, plus on a de revenus, moins, en pourcentage, on va payer de TVA. Pourquoi? C'est très simple. On ne va pas tous les jours, même si quelqu'un qui est très riche, il va peut-être s'acheter un steak de meilleure qualité, mais il ne va pas s'acheter 30 kg de viande pour manger tous les jours. Donc il y a effectivement des besoins qui vont faire que eh bien, la personne qui a moins de revenus, elle va consommer l'intégralité de ses revenus, celle qui en a beaucoup plus, eh bien, elle va avoir une tendance plutôt à épargner une bonne partie de ses revenus, et donc à payer évidemment moins de TVA, moins contribuer, et la TVA va peser moins en proportion de ses revenus. Si on s'achète une télé à 600 €, ça ne va pas représenter la même chose dans ses revenus. Sur 600 €, vous avez 100 € d'impôt, ça aussi. Quand on est à la caisse du supermarché, alors même moi qui suis un peu fanatique des impôts, mais je ne me pose pas la question le samedi à la caisse du supermarché combien j'ai payé d'impôts. J'ai d'autres choses à penser, enfin, je pense à autre chose. Sauf que je paye beaucoup d'impôts par ce biais, comme je vous l'ai dit, et en plus de ça, donc si j'achète une télé à 600 €, donc je paye 100 € d'impôts. Si j'ai un revenu de 1000 €, ça représente 10% de mes revenus. Si j'ai un revenu de 10 000 €, ça ne représente plus que 1% de mes revenus. Donc vous voyez que l'effort, comme on dit, l'effort contributif, il n'est pas du tout le même. Donc ça c'est évidemment le gros problème du système fiscal, c'est que vous avez une très grande majorité de la fiscalité qui est assise sur des taxes qui sont particulièrement injustes, puisqu'elles vont davantage, en proportion, davantage taxer les plus humbles, les plus modestes, au grand bonheur de ceux qui ont beaucoup plus de revenus, puisque dans le même temps, eh bien, on a multiplié niche fiscale et aussi baisse des taux d'imposition pour les plus riches. C'est-à-dire qu'on a quand même par exemple, les taux les plus importants à l'impôt sur le revenu sont passés en 30 ans de 65% à 45%. On a une fiscalité sur le travail qui est plus lourde que la fiscalité du capital. Donc évidemment, tout ça va profiter aux plus riches. Pour vous donner des chiffres, pour vous dire des solutions déjà semblent atteignables, les niches fiscales, c'est très difficile à déterminer, à en déterminer le montant. Alors même si j'ai des experts économistes, aussi des parlementaires de renom qui pourront peut-être me donner des éclairages, mais franchement, beaucoup d'intervenants, enfin, il y a eu énormément de personnes qui ont galéré à trouver exactement le montant des niches fiscales. La Cour des comptes se disait même incapable de dire avec précision quel était le montant des niches fiscales. Alors je vais vous passer les détails, il y a des niches fiscales déclassées, etc. Bref. Mais il y avait un rapport de la Cour des comptes qui estimait à 150 milliards le montant des niches fiscales. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le double du déficit public. L'évasion fiscale, là aussi, il y a des spécialistes, donc ils en parleront bien mieux que moi, mais on a aussi, c'est difficile, ce sont des estimations, mais on estime des fourchettes entre 50 et 100 milliards d'euros le coût de l'évasion fiscale. La fraude fiscale est estimée entre 60 et 80 milliards d'euros. Vous imaginez quand vous faites l'addition de tout ça, les mannes financières que l'on peut récupérer. Les niches fiscales en matière d'impôt sur le revenu, 2 tiers des niches fiscales sont accaparées par les 10% les plus riches. Pourquoi? Parce qu'eux ont les moyens d'investir, eux sont bien renseignés par ces niches fiscales et ils en profitent à fond. En plus de ça, des incitations fiscales qui, pour la plupart, n'ont pas pu démontrer d'intérêt, que ce soit social ou économique. Alors c'est en ça qu'il faudrait transformer notre système fiscal. Alors pour transformer,
comment faire? En fait, la fiscalité, elle a entre guillemets deux buts, on va dire, pour simplifier les choses. C'est évidemment, comme je voulais dire, mieux redistribuer les richesses. C'est-à-dire que si chacun contribue à hauteur de ses revenus et qu'après on redistribue d'une manière totalement égalitaire à tous, on va redistribuer les richesses. Donc c'est ça qu'il faut mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte que c'est les plus pauvres qui payent pour les plus riches. Donc il y a évidemment ce premier facteur. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est agir sur les comportements. C'est-à-dire qu'il faut que la fiscalité, elle oblige un certain nombre d'acteurs économiques à agir autrement. Alors sur ce point-là, comment on peut faire? Pour vous donner un exemple concret. Prenons l'impôt sur les sociétés. Plutôt que faire des chèques en blanc, comme ça a été fait aux entreprises, comme ça a été fait avec le CICE, en disant « Ah, mais on vous fait un chèque en blanc, et vous allez servir de chèque en blanc pour investir, pour créer de l'emploi, pour mieux rémunérer vos salariés, pour mettre en place des process de fabrication qui soient respectueux de l'environnement. » On a bien vu le résultat. Mais plutôt que faire ça, prenons les choses à l'inverse. Ayons une fiscalité qui va agir sur les comportements, c'est-à-dire qui va constater le comportement de l'entreprise. Et si on a une entreprise qui investit justement dans les moyens de production, dans les salaires, qui embauche massivement, eh bien, on va réduire son taux d'impôt sur les sociétés. Si par contre, elle se sert de son bénéfice pour rémunérer ses actionnaires en dividendes, eh bien, on va augmenter son taux d'imposition. On est donc là sur des mesures fiscales qui sont faites pour inciter les entreprises à changer de comportement. Et et c'est en ça que je reviens au thème de la journée, ça a évidemment des conséquences directes. Si on arrive à pousser l'entreprise à mieux rémunérer ses salariés, évidemment que ça dégage du pouvoir d'achat. Mais ça dégage du pouvoir d'achat, non pas en baissant, comme nous le dit le gouvernement, en baissant les cotisations sociales, je dirais plutôt les charges sociales, où en fin de compte, eh bien, on va être perdant au bout du bout. Si on a moins de retraite, si on a moins de possibilités de se faire soigner correctement. Mais non, là, on va avoir des richesses qui vont pouvoir servir à mieux rémunérer les salariés, les travailleurs, qui vont permettre à mieux financer la sécurité sociale. Donc on s'en rend compte dans un cercle vertueux. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est évidemment mieux redistribuer les richesses. Donc, on ne dit pas, la Fédération des finances, on ne pense pas détenir la vérité, on n'a pas la vérité révélée, et on n'a pas la science infuse, mais il y a déjà quelques éléments qui peuvent être mis en avant. D'abord, première chose, c'est qu'il faut taxer davantage le capital. Il est quand même scandaleux, on veut mieux rémunérer le travail, et le travail, il est, comme je vous disais, la fiscalité est incitatrice. Tous les politiques qui se sont succédés depuis 20 ans nous disent qu'il faut mieux rémunérer le travail, et en même temps, ils taxent plus le travail que le capital. Donc forcément, si vous êtes patron, vous avez plus envie de rémunérer les gens par le biais du capital, vous êtes moins taxé. Donc taxer davantage le capital, ça passerait également par l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, des taux suffisants pour pénaliser la spéculation financière. Quel autre moyen de mieux redistribuer les richesses? C'est circonscrire, comme je vous le disais tout à l'heure, les réductions d'impôts, les niches fiscales, celles qui sont réellement utiles. Et malheureusement, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous faire une liste tout à fait scandaleuse de niches fiscales qui servent vraiment à siphonner le budget de l'État et à alléger la note pour les plus riches. Donc je vous avais dit 150 milliards, même si on supprimait rien qu'un tiers, on se met déjà 50 milliards dans la poche, il y a de quoi financer un certain nombre de projets d'intérêt général. C'est également baisser la fiscalité qui est la plus injuste, c'est-à-dire la TVA. Ce que l'on propose, c'est baisser le taux de TVA, de passer de 20 à 15, et de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il nous paraît tout à fait scandaleux d'être taxé simplement pour survivre. Quand vous allez acheter du pain, du riz, des pâtes, vous allez être taxé tout simplement parce que vous voulez survivre.
Donc ça nous paraît évidemment important. De la même façon, taxer davantage les patrimoines, puisque là aussi, on n'a pas le temps pour développer, mais lorsque on nous dit les pauvres Français qui ne peuvent pas transmettre leur patrimoine à leurs enfants tellement ils sont étranglés par le fisc, sachez quand même qu'un couple qui a 2 enfants peut transmettre 100 000 € à chacun de ses enfants, c'est-à-dire les deux. Donc quand vous êtes un couple avec 2 enfants, c'est 200 000 chacun, 400 000 € tous les 15 ans. Donc si vous vous organisez pas trop connement, et c'est ce que font les plus riches, ils peuvent transmettre, donc vous avez bien compté, en 30 ans, ils peuvent transmettre 1,2 million de patrimoine sans rater 1 centime. Les pauvres, on ne peut pas transmettre son patrimoine qu'on a accumulé à la sueur de son front pendant toute une vie, 1,2 million. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire. Donc en taxant davantage le patrimoine. Et enfin, et je n'en dis pas plus parce que je sais aussi qu'il y a des experts qui s'exprimeront mieux que moi sur ce sujet, je vais conclure là-dessus, c'est évidemment mieux lutter et se donner des armes pour lutter contre la fraude fiscale. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, estimation entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc si simplement ceux qui devaient l'impôt qu'ils doivent, s'ils les payaient, il n'y aurait plus de déficit. Rien que résorber totalement la fraude fiscale résout les problématiques de déficit. Donc, en ça, vous voyez qu'on a les possibilités, les moyens politiques, à la fois de mieux répartir l'effort fiscal, c'est-à-dire en quelque sorte rendre du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. Mais en plus de ça, se donner des marges de manœuvre supplémentaires pour l'État, pour investir dans l'intérêt général et pour permettre aussi à ce que chacun, ensemble, nous puissions mieux vivre. Donc tout ça sont des choix politiques et à nous, je dirais, de peser pour transformer cette immense injustice et faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Et donc je dirais, vive l'impôt, mais l'impôt autrement.